Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin. Chers élèves, soyez les bienvenus. Dans cette nouvelle séance, nous sommes arrivés à la séance numéro 6. Toujours, nous sommes dans les fonctions de relation. Et maintenant, on passe à la deuxième leçon, appareil musculaire et exécution des mouvements. Et on va commencer par le fonctionnement des muscles squelettiques. Nous avons beaucoup de types de muscles, des muscles qui sont liés aux os et des muscles qui ne sont pas liés aux os, tels que le muscle cardiaque, des muscles lisses, des muscles circulaires qui se trouvent dans les appareils digestifs, circulatoires, etc. Donc, dans ce chapitre, on va s'intéresser seulement aux muscles squelettiques qui sont responsables à l'exécution des mouvements volontaires et involontaires en relation avec l'activité cérébrale. Observons bien ce crochet de l'être humain vu de face dorsale et face ventrale qui nous montre différents types de muscles squelettiques. Ces muscles sont liés aux os et nous permet de faire tous les mouvements volontaires et involontaires du corps sous contrôle du système nerveux. D'après ces observations, plusieurs questions peuvent être posées. Comment fonctionnent les muscles et quelles sont les caractéristiques des muscles? Quelle est la structure fonctionnelle des muscles et comment sont transmis l'influx nerveux des fibres nerveuses, c'est-à-dire du système nerveux au système musculaire. Et enfin, quels sont les besoins des contractions musculaires. On commence d'abord par la première question. Comment fonctionnent les muscles pour sécuriser les mouvements involontaires et volontaires du corps? D'abord, on doit connaître les différents types de muscles. Et voilà un schéma qui nous montre les différents types de muscles squelettiques, c'est-à-dire qu'ils sont fixés sur les os et permettent leur mouvement. Donc, on peut citer par exemple des muscles zygomatico-faciaux, c'est le numéro 1, comme vous observez ici. On peut encore citer des muscles deltoïdes, voilà, c'est le numéro 2. Il y a par exemple des muscles grands pectoraux, c'est le numéro 3. Il y a des muscles abdominaux, comme vous voyez, c'est le numéro 5, etc. On peut trouver, comme vous voyez sur ce schéma, les différents types de muscles qui recouvrent le squelette. Donc, d'après le schéma précédent, on peut distinguer deux grands types de muscles. Les muscles lents qui ont un ventre en forme de fuseau avec un ou plusieurs tendons qui permettent de les nommer, soit des biceps, c'est-à-dire à 2 tendons, 3 triceps à 3 tendons, etc. Le deuxième type, ce sont les muscles plats, caractérisés par l'absence de tendons, divisés en deux types selon la forme. On peut citer les muscles abdominaux et on peut donner le deuxième type, ce sont les muscles pectoraux. Quels sont les différents types d'articulations? Car les os ne peuvent pas être mobiles s'ils ne présentent pas entre eux des articulations. Donc on peut distinguer des articulations fixes, comme par exemple l'articulation des os de crin. On peut encore citer les articulations semi-mobiles
Exemple, articulation de la colonne vertébrale. Et on peut citer le troisième type, ce sont les articulations mobiles. Exemple, articulation du coude ou bien du genou, etc. Pour répondre à la question, comment fonctionnent les muscles squelettiques pour sécuriser les mouvements du corps, on va commencer par l'étude d'une flexion et d'une extension de la main, comme vous voyez sur cette photo et ce schéma. On commence d'abord par connaître les organes intervenants. Premièrement, c'est le cerveau, qui est un centre moteur ici. La moelle épinière, c'est un conducteur ici moteur. Là, le nerf spinal, c'est un conducteur moteur. Et on a les effecteurs, les muscles. On a ici un biceps à 2 tendons et on a un triceps à 3 tendons. Ces muscles sont fixés sur les os par des tendons. Et on a ici, au niveau des articulations, on a des ligaments qui lient les os entre eux. Donc voilà, ce sont les organes impliqués dans le mouvement de la flexion et de l'extension. Donc examinons maintenant le mouvement d'une flexion et d'une extension. Vous voyez ici, on a une flexion. Observez la forme des deux muscles et comment cette forme varie d'une flexion à une extension. Voilà l'articulation qui est très importante dans le mouvement des os les uns par rapport aux autres. Voilà ici, on a un mouvement d'étirement ou bien d'extension. Et après, on a un mouvement, comme vous voyez, de flexion. Voilà les tendons que nous avons déjà cités, qui permettent la fixation des muscles sur les os. On a ici un biceps, c'est-à-dire 2 tendons, qui est contracté. Voilà, un ventre gonflé. Le biceps ici, il est relâché. Donc, un fonctionnement antagoniste ou bien opposé. L'autre muscle, c'est le triceps. Bon, vous voyez ici, il est contracté et dans l'autre côté, il est relâché. Donc, les muscles travaillent d'une façon opposée ou bien antagoniste. Quelles sont les constitutions d'une articulation qui est très importante dans le mouvement? Donc voilà, on rappelle, ce sont des biceps, triceps, les tendons, le cubitus et l'humérus. Ce sont les différents os de la main. Ici, nous avons un ligament et le cartilage de l'humérus. Et aussi, on a le cartilage de cubitus. Et enfin, on a ici ce qu'on appelle l'albumine articulaire. Donc, c'est un schéma de l'articulation du coude. Cette articulation, elle est très importante dans le mouvement grâce à la présence des cartilages et aussi à la présence de l'albumine articulaire qui facilite le glissement des os l'un par rapport aux autres. Donc, en résumé, les muscles squelettiques sont attachés aux os par des tendons. Lors d'une contraction musculaire, les os s'attirent et bougent entre eux
au niveau des articulations. Ce glissement est facilité ou bien il est favorisé par la présence de cartilage articulaire et d'albumène. Les mouvements de flexion et d'extension nécessitent donc le travail de muscles squelettiques opposés. Dans chaque mouvement se produit la contraction d'un muscle et la relaxation de son antagoniste ou bien de son opposé. Donc voilà les mouvements de flexion et d'extension dans lesquels les muscles travaillent d'une façon antagoniste ou bien opposée. On passe maintenant aux caractéristiques des muscles qui leur permettent d'exécuter ces mouvements. Donc, on peut étudier les caractéristiques d'un muscle par l'intermédiaire d'un myographe qui permet l'enregistrement de l'activité musculaire ou bien ce qu'on appelle un myogramme. Donc, on peut faire isoler un muscle et son nerf qui permet de l'énerver. Par exemple, ici, c'est le nerf sciatique. Et voilà le muscle 2, c'est ce qu'on appelle le muscle du mollet. Et 1, c'est un nerf sciatique comme vous voyez. Ici, 3, ce sont des électrodes excitatrices. Donc, observez ici les électrodes excitatrices. On peut exciter directement le muscle ou bien on excite le nerf sciatique qui énerve ce muscle. Donc voilà le résultat, c'est un myogramme effectué par un myographe. Donc on va étudier avec détail le myogramme obtenu. On peut, lorsqu'on a une excitation électrique unique et efficace, qui est appliquée directement sur un muscle ou bien le nerf qui l'énerve, on peut obtenir un myogramme, c'est-à-dire l'enregistrer. Donc voilà un myogramme résultant d'une seule excitation efficace et unique. Lorsqu'on refait l'excitation de nouveau, on obtient un nouveau myogramme qui est isolé. C'est une secousse musculaire isolée. Donc, de quoi il est constitué cette secousse musculaire? Donc, comme vous voyez ici, premièrement, 1, c'est le temps de latence. C'est un temps avant le début de la réponse du muscle. Deuxièmement, c'est la phase de contraction. Voilà, c'est la phase de contraction musculaire, c'est-à-dire le gonflement du ventre du muscle. Et troisièmement, c'est la phase de relâchement du muscle. Voilà, ici, c'est l'amplitude de contraction. Dans la diapositive précédente, on a dit qu'on peut enregistrer le myogramme grâce à un myographe. Ce myogramme nous permet d'étudier les étapes de fonctionnement du muscle et surtout lorsqu'on a une excitation efficace et unique. Maintenant, on va étudier le comportement du muscle par rapport à la suspension d'un poids donné sur ce muscle en mesurant sa longueur grand L0, grand L1, grand L2 et en mesurant aussi son épaisseur L0, petit L0, petit L1 et petit L2 comme vous voyez sur ce schéma. Et
aussi, on va voir est-ce que cette élongation du muscle elle est limitée ou non, et est-ce que le muscle peut revenir à son état initial normal. Le tableau suivant nous résume ces expériences. On a ici la masse appliquée sur le muscle de 5 à 60 grammes et l'élongation du muscle de 5 à 13 mm, comme vous voyez ici, et l'état du muscle après la suppression de la masse suspendue à ce muscle. Donc, comme vous voyez ici, de 5 à 30 grammes, la longueur ou bien l'élongation de muscle augmente de 5 mm à 11,5 mm. Et le muscle reprend sa longueur initiale lorsqu'on supprime la masse qu'on lui a suspendue. Alors, lorsqu'on applique une masse de 60 grammes, il y a une très grande élongation qui est de 13 mm, mais lorsqu'on supprime la masse appliquée, le muscle ne reprend jamais sa longueur initiale. Donc, l'élongation du muscle a une limite et on parle ici de l'élasticité du muscle comme un ressort. Le ressort a une limite d'élasticité. Si on dépasse cette limite, le ressort ne reprend pas sa taille initiale. Donc, en résumé, et d'après les expériences précédentes, les muscles se caractérisent par une excitabilité. C'est la capacité de recevoir un influx nerveux ou bien une excitation et de répondre à cette excitation par une contractilité. Et on a la troisième caractéristique, c'est la plasticité, c'est-à-dire que le muscle a une élongation limitée et après cette limite, on a des déchirures musculaires et qui peuvent être graves selon les cas. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine séance. N'oubliez pas que c'est la séance 7 à ne pas rater.